Bonjour, nous continuons, nous terminons notre cours sur les paysages et la géodynamique. Et là, nous allons parler de la dernière partie, la partie qui concerne la manière dont l'être humain interagit avec l'érosion, que ce soit de manière positive ou de manière négative, c'est-à-dire que les effets de l'érosion soient positifs pour l'activité humaine ou soient négatifs pour l'activité humaine. On va commencer par les points positifs et tout d'abord, tout ce qui est lié à l'altération, l'érosion, le transport et le dépôt et la sédimentation, tout cela va être extrêmement utilisé par l'activité humaine. Il faut penser par exemple que les bâtiments sont construits dans leur grande majorité avec des pierres détritiques, des roches détritiques. Ici, vous avez l'exemple de la Conciergerie à Paris, qui est donc l'ancien Palais des Rois à Paris, avant que le Louvre ne devienne le Palais des Rois, qui a été construit au Moyen Âge, en différentes parties, et à chaque fois, ce sont des roches détritiques qui sont utilisées. Pourquoi des roches détritiques? Parce qu'elles sont plus faciles à extraire, plus faciles à tailler, donc avec la forme que l'on veut, et tout aussi solides. Donc on a énormément de matériaux de construction qui sont des roches détritiques, que ça soit dans le passé ou que ça soit récemment. À Paris, la roche caractéristique, c'est cette roche-là, dont je vous ai déjà parlé, qui est la meulière, qui est une roche assez typique. Et vous trouvez à Paris, surtout tout autour de Paris, en banlieue, des maisons faites de meulière, donc construites avec de la meulière. Donc c'est le premier point, c'est que la plupart des matériaux de construction en pierre sont des roches détritiques. Alors, si vous allez dans d'autres régions de France, il n'y a pas de roches détritiques, par exemple en Bretagne ou sur des îles des Antilles ou à La Réunion, vous allez construire dans les roches que vous trouvez sur place. Mais si on a le choix entre une roche détritique et une autre roche, en général, on préfère choisir une roche détritique parce qu'elle est plus simple à tailler tout en étant tout aussi solide. Ça, c'est la manière classique de construire des immeubles, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, on construit assez peu avec des pierres de taille. On a d'autres matériaux pour construire, et si je prends un exemple récent, donc qui est la fondation Louis Vuitton à Paris, euh, c'est un bâtiment qui est fait de métal, de verre et de béton. Le métal est souvent trouvé dans des roches détritiques, même s'il a fallu d'abord le faire fondre, etc. Et ça peut être dans autre chose, mais souvent des roches détritiques. En revanche, le verre et le béton, a priori, ça n'a rien à voir avec des roches détritiques. Sauf que si je regarde le béton, de quoi il est fait, ben je regarde que, là ici c'est un exemple de béton, j'ai une pâte qui est en fait faite avec des petits grains de sable et quelque chose entre, et puis autour de cette pâte, j'ai des graviers. Les graviers, le sable, ce sont des choses dont on a parlé lorsqu'on a parlé de sédimentation, lorsqu'on a parlé de transport. Ce sont des produits de l'érosion. Et ce qui est autour, c'est un mélange qui contient de la chaux et d'autres choses. Tout cela, ce sont des produits de l'érosion aussi. Donc, tout ce qui est fait en béton est fait à partir des matériaux issus de l'érosion, du transport et la sédimentation. Et donc, mon béton est fait à partir de gravier et de sable, mais le verre, lui aussi, est fait à partir de matériaux d'érosion, c'est fait à partir de sable. Le verre, c'est globalement du sable que l'on fait chauffer à très haute température, 1200 degrés, et qu'on fait refroidir, et si on refroidit suffisamment vite, on obtient du verre. Donc tout ce qui est fait en verre, il y a énormément de choses qui sont faites en verre, est fait à partir de matériaux issus de l'altération du transport, des grains de sable principalement. Et le sable ne sert pas qu'à faire le verre, il sert à faire plein d'autres choses. Par exemple, tout ce qui est les composants électroniques, et notamment les puces, sont faites à partir de sable, principalement. Ou d'autres matériaux issus de l'érosion, mais ce sont des matériaux issus de l'érosion que l'on va chercher sur des plages, que l'on va chercher au fond des rivières. Euh, tout ce qui est composants électroniques est surtout fait à partir de sable, qu'on va chercher au fond des rivières. Donc ce sont des matériaux issus de transport, enfin de l'altération d'abord, puis de l'érosion et de la sédimentation. On va retrouver ces matériaux dans d'autres choses. Et on va utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, par exemple, tout ce qui est combustible fossile, notamment le pétrole. Le pétrole ne se trouve que dans des roches détritiques. Vous verrez cela un peu plus tard. Pourquoi? Mais le pétrole, le charbon, le gaz naturel, qui sont des choses qu'on utilise beaucoup, ne se trouvent que dans des roches détritiques. Et c'est en étudiant les roches détritiques que l'on peut savoir si on a de la chance d'obtenir à l'intérieur du pétrole ou pas.
On va pas creuser au hasard, on va regarder les roches précisément. Et déjà, on va voir si ce sont des roches détritiques. Si ce sont des roches détritiques, on sait qu'on a une chance. Et puis en regardant précisément les éléments des roches détritiques, les sédiments, on peut savoir si on a des chances d'avoir du pétrole ou pas. Donc vous comprenez bien, vu l'importance qu'a le pétrole aujourd'hui, que au niveau des activités économiques, ça va être quelque chose d'extrêmement important. On va pouvoir faire encore d'autres choses avec les matériaux détritiques. Par exemple, dans les médicaments, dans la grande majorité des médicaments, vous avez des argiles. Alors, les argiles, ça a plein de choses. Il fait vers tout ce qui est en céramique. Il y a des composants électroniques qui sont faits à partir d'argile également. Et dans les médicaments, on va retrouver beaucoup d'argile. Il n'y a pas que dans les médicaments, en fait, on va retrouver des argiles quasiment systématiquement dans les cosmétiques. Les cosmétiques, il faut qu'ils aient une partie qui soit assez solide et qui tienne et qui dure. Donc la plupart des cosmétiques ont une partie avec de la graisse et ont une partie qui mélange à la graisse d'argile. Différents types d'argile pour différents cosmétiques, mais il y a très souvent de l'argile. D'ailleurs, vous voyez ici, on voit des traces de mascara par exemple, ou de colle, je ne sais pas si c'est du colle ou de mascara, mais l'un ou l'autre, qui est disposé ici. Vous voyez que ça forme des grains, un petit peu comme des sédiments. Bah pourquoi? C'est parce que ce sont les argiles qui donnent cet aspect granulaire. Donc, nous avons ici pour les médicaments, pour les cosmétiques, pour la construction, mais aussi pour les revêtements de route, où on a des graviers qui sont utilisés pour faire l'asphalte, qu'on va retrouver dans les rues. Alors, j'ai pas dit, mais le sable est utilisé pour fabriquer les jeans, l'argile est utilisée pour fabriquer la plupart des couleurs des vêtements. Bref, dans énormément d'activités humaines, vous allez avoir un rôle joué soit par des sédiments, soit par des roches détritiques. On va noter que quelques exemples, mais sachez que c'est utilisé de manière extrêmement importante. Et comprendre où et quelles roches détritiques je peux trouver va être quelque chose de primordial pour l'économie. Les produits d'altération sont utilisés par l'humain pour ces activités. Ils sont utilisés en matériaux de construction, pour la fabrication du verre, pour la céramique, pour le ciment, pour le revêtement des routes, etc. Vous pouvez mettre les médicaments, vous pouvez mettre les cosmétiques, vous pouvez mettre les composants électroniques, vous pouvez mettre énormément de choses. Ça, c'est l'aspect pour lequel notre érosion, notre altération, notre transport et notre sédimentation sont bénéfiques pour les activités humaines. Mais ce n'est pas toujours bénéfique et on peut avoir des problèmes liés notamment à l'érosion. Là, voilà, vous avez une statue qui a été faite au XIVe siècle, au Moyen-Âge, qui représente un évêque. Et si vous remarquez bien, vous remarquez cette statue, elle est abîmée par endroits. Par un endroit, elle a été cassée. Par exemple, ici, la myrte a été cassée. Mais vous voyez qu'il y a des endroits où on commence à avoir des trous dans la roche qui sont formés. La roche commence à être abîmée. Ici, ça se voit aussi très bien. Ça, c'est l'altération et l'érosion. L'altération et l'érosion détruit des roches, donc ça va détruire les sculptures. Ça va détruire les roches avec lesquelles on sculpte et les roches avec lesquelles on construit. Et parfois, ça va même détruire la roche qui est en dessous de l'endroit où on construit. Et ça peut provoquer des drames. Il y a eu un drame qui s'est passé comme ça à Reims, où une partie d'un immeuble qui était construit donc sur de la roche, en dessous il y a de la roche, cette roche-là, à cause de l'altération, elle s'est fragilisée et elle s'est effondrée. Et on a un immeuble qui s'est effondré. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à Reims, il n'y a pas très longtemps. Ça se passe régulièrement dans d'autres endroits. Et aujourd'hui, on est obligé de vérifier que les roches sous l'endroit où l'on veut construire sont solides, et si elles ne sont pas solides, on les renforce, parce que l'altération détruit petit à petit les roches. On a de ces problèmes-là à Paris avec des caves qui s'effondrent. Et donc, si les caves s'effondrent, il est possible qu'au-dessus, ça s'effondre aussi. Donc, régulièrement, on est obligé dans les immeubles parisiens de vérifier que l'altération n'a pas fait s'effondrer ou fait fissurer des bâtiments. Et si c'est fissuré, on va renforcer pour éviter que le bâtiment ne s'effondre. Ça, c'est un cas limité, mais on peut avoir des cas beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, et donc beaucoup plus problématiques. C'est ce qu'on va appeler les coulées de boue. Là, c'est une coulée de boue qu'il y a eu en Chine. Et vous remarquez que donc c'est de la boue qui vient d'une montagne qui était vers le bas de l'image ici. Et vous remarquez que cette coulée de boue, emportée par l'érosion, a renversé deux immeubles.
qui pourtant n'étaient pas des petits immeubles, hein. Alors vous voyez, la coulée de boue, elle fait plus d'un étage. Vous voyez ici, entre là et là, elle était plus haute qu'un étage entier. Donc c'est une énorme coulée de boue. Ce sont des coulées de boue qui arrivent à cause de l'érosion, hein. C'est simplement des matériaux de la montagne qui sont pris par l'érosion, donc qui vont former des boues et qui vont couler. Et ça peut provoquer des catastrophes. 10 coulées de boue, ça provoque des centaines de morts tous les ans, partout dans le monde. Et parfois, lorsqu'on a des coulées de boue catastrophiques comme celle-là, ça peut provoquer d'un coup des centaines, voire des milliers de morts. Donc c'est vraiment problématique. À quoi ça ressemble une coulée de boue petite, plus classique? À ceci. Et vous voyez que déjà, ça peut poser des problèmes, parce que ça peut arracher des choses, ça peut détruire, ici, vous voyez, ça va commencer à détruire une route, ça peut provoquer des problèmes matériels, et ça peut provoquer des morts. En France, on a déjà eu des coulées de boue qui ont englouti des villages entiers. On en a eu un, notamment au 19e siècle, un village entier qui a été détruit par une coulée de boue. Donc évidemment, les habitants qui étaient dans ce village à ce moment-là ont tous péri. Donc on a vraiment un problème avec l'érosion qui peut être lié aux coulées de boue. Et si la coulée de boue est vraiment très importante, là on va même avoir ce qu'on appelle un glissement de terrain. Glissement de terrain, voilà un exemple. Donc vous aviez ici la route. L'image est pixelisée, mais vous voyez quand même la route. Et vous voyez que ici, il y a un pan de la colline qui est parti en portant la route. Ici, c'était juste une route, visiblement une route qui n'était pas très fréquentée. Mais on peut très bien voir ça pour des ensembles beaucoup plus gros. Et le glissement de terrain peut engloutir, vous dit, un village entier. Ça va être problématique dans les zones habitées, lorsque ça arrive dans les zones habitées. Ici, vous avez l'exemple d'un glissement de terrain au Canada qui a emporté une maison. Et la maison, vous voyez, est cassée. Alors, heureusement, ici, c'est un glissement de terrain dans lequel il n'y a pas eu de victimes. Il peut malheureusement y avoir des victimes assez importantes. Donc, vous vous rendez bien compte que l'érosion peut provoquer des phénomènes dramatiques. Quelque chose qui est moins dramatique mais qui va être important, c'est l'érosion au niveau du bord de mer. Pourquoi? Parce que les activités humaines ont tendance à se concentrer sur le bord de mer. Et sur le bord de mer, on va faire plein de choses. On va construire des villes, on va construire des usines, on va construire des routes, etc. Et au bord de mer, l'érosion est plus intense qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que la mer va provoquer l'érosion et les vagues qui viennent se jeter incessamment sur les rochers accélèrent l'altération et l'érosion. Ici, vous voyez bien, la mer a retiré, au fur et à mesure du temps, des morceaux entiers de falaises, et ce qui était au-dessus de ces falaises, la route, dont on voit le reste ici, s'est effondré aussi. C'est un problème assez grave, et un problème que l'on rencontre en France aussi, de manière assez nette en France, puisqu'on a beaucoup de côtes, on a beaucoup de littoral en France, on va avoir beaucoup ce problème, ce qu'on appelle de l'érosion littorale. Et ça se voit, par exemple, on avait des maisons qui ont été construites, alors celle-là a été construite dans les années 50, au moment où on n'avait pas encore de règles, et vous voyez, la mer a gagné du terrain, a retiré des morceaux à la falaise, et ces maisons-là se sont effondrées. Alors là, heureusement, c'était que des maisons de vacances qui n'étaient pas occupées lorsque ça s'est effondré, mais il y a des cas beaucoup plus graves avec des maisons d'habitation. Ces maisons d'habitation, aujourd'hui, on demande aux propriétaires ou locataires de ne plus habiter dedans parce qu'on sait qu'il y a un danger. Donc, parallèlement aux effets positifs, l'érosion peut provoquer ce qu'on appelle des aléas, c'est-à-dire des dangers aléatoires. Et ces dangers aléatoires, lorsqu'elles sont à proximité des activités physiques, représentent des risques. L'aléa, c'est juste le danger au hasard, c'est le fait qu'on peut avoir d'un coup une coulée de boue, on peut avoir un glissement de terrain, etc. Et s'il y a des gens qui habitent ou s'il y a des activités à cet endroit-là, il y a un risque de destruction ou un risque de mort. L'homme, cependant, ne subit pas ces aléas tout seul. Il y a parfois où il va accentuer les risques de l'érosion. Vous avez déjà montré cette image-là, c'est au Vietnam, en vous disant, regardez, on a des parties d'érosion on a des parties de la falaise, de la prairie qui sont parties assez vite et avec l'érosion, le terrain a glissé. Or, si ici j'ai eu une érosion aussi importante, c'est parce que l'homme a détruit les forêts qu'il y avait ici. À la base, il y avait des forêts pour en faire
des prairies pour pouvoir élever du bétail. Or, les arbres ont tendance à limiter très fortement l'érosion. Pourquoi? Parce qu'ils prennent de l'eau et puis surtout leurs racines vont consolider le sol qui est là et donc le sol va pas partir. Si le sol ne part pas, les roches en dessous ne sont pas soumises à l'érosion et l'altération ou alors beaucoup moins et du coup ça ralentit énormément. Vous avez beaucoup moins d'érosion et d'altération dans une forêt que dans une prairie. Or ici, on a détruit la forêt pour construire des prairies, on a donc accentué le phénomène. C'est vrai ici au Vietnam, ça va être partout où l'on va détruire la végétation, même pour la remplacer par une végétation moins importante. Par exemple, si on détruit une forêt pour faire des champs, ou dans les endroits où on creuse pour différentes raisons, ne serait-ce que pour trouver de la roche. Je vous ai dit, on a besoin de roche pour tout un tas de choses. Ben là, on accentue les risques d'érosion. Je vous remonte cette image-là de l'éboulement. Vous remarquez que cet éboulement s'est passé à l'endroit où il y avait une prairie qui est ici. Alors cette image-là, elle est au Canada. C'était une prairie qui a été faite pour le bétail aussi. Et vous voyez par contre que les parties qui avaient des forêts autour n'ont pas été affectées. Donc certaines activités humaines augmentent les risques liés à l'érosion. Heureusement, l'être humain peut réagir et faire en sorte de limiter le risque. Limiter le risque, ça peut faire de deux manières. Soit on limite l'activité humaine aux endroits où il y a des aléas, soit on limite l'aléa, c'est-à-dire on limite l'érosion. Là, c'est un exemple. Donc vous voyez, il y avait une jetée qui a été emportée par l'érosion. On voit ici la dune de sable qui est érodée petit à petit. Et là, on a construit des barrières qui limitent le vent et qui limitent également l'érosion en profondeur et qui permettent du coup de ralentir l'érosion. Alors on ne fait que ralentir, l'érosion aura lieu. Mais si l'érosion prend 200 ans plutôt que 20 ans, ça change beaucoup de choses pour nous. Donc on a les moyens de limiter l'aléa. Là ici on limite l'aléa. On a également les moyens de limiter le risque. Et notamment depuis les années 1950, on n'a plus le droit de construire en France proche du littoral. Si on ne construit plus proche du littoral, on ne construit plus dans les endroits qui sont soumis à l'érosion littorale, qui est extrêmement importante. Vous avez entendu parler certainement des inondations qui ont eu lieu dans le sud-est ces derniers, en octobre. Ces inondations sont liées, les drames liés à l'inondation, donc il y a une partie inondation, une partie coulée de boue, parce que l'inondation a des coulées de boue et emporte du coup des gros morceaux de roches, de boue, etc. L'un des problèmes qui a été soulevé, c'est que des gens avaient construit là où c'était interdit de construire parce qu'on savait qu'il y avait un risque lié à l'érosion. Et ces personnes-là, elles ont construit là où il n'y avait pas le droit de construire, donc dans des endroits qui étaient sensibles à l'érosion, et ceux qui avaient construit ailleurs, sur les endroits qui certes étaient un petit peu plus chers, un petit peu plus compliqués, mais qui étaient protégés, n'ont pas eu les problèmes de glissement de terrain ou de coulée de boue. Donc il y a des moyens de limiter les risques liés à l'érosion, soit en aménageant, c'est-à-dire en faisant quelque chose qui limite l'aléa, soit en restreignant, c'est-à-dire en limitant les activités humaines dans les zones à risque. Avec cette phrase, on termine notre partie de géologie sur la géodynamique des paysages. Ce que vous avez à faire maintenant, ça va être de recopier le texte qui est là, le texte du cours, comme ça vous avez votre cours en entier, et de répondre à un QCM qui est sur Pronote que je mets, donc que vous aurez dans la partie devoir, vous aurez le QCM. Ce QCM est simplement quelque chose pour voir si vous avez compris le cours qui vient d'être fait, et ça sera doté. Et ça comptera pour le deuxième trimestre. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à la semaine prochaine.